La tragédie de Parker's Pit. Le 25 janvier 1986, 4 spéléologues expérimentés, Brandon, Jacob, Spencer et Jimmy, arrivèrent à l'entrée de Parker's Pit, un puits vertical bien connu du Midwest américain. Avec ses chutes abruptes et ses parois de calcaire impitoyables, Parker's Pit exigeait un équipement parfaitement installé, une maîtrise impeccable des techniques sur corde et un état d'esprit prêt à affronter n'importe quel imprévu. Même une petite erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Le groupe se sentait prêt. Ils avaient le bon matériel, la connaissance des systèmes verticaux et la confiance acquise grâce à leur précédente réussite. Le premier défi majeur fut l'Upper Bound, une descente verticale d'un peu plus de 6,7 mètres. Ce n'était pas extrêmement profond, mais le danger venait de ce qui se trouvait en bas. Une chute sur du calcaire dur depuis cette hauteur pouvait être mortelle. Jacob et Brandon descendirent pointir les premiers, utilisant la bonne technique et l'équipement adapté. Ils atteignirent le fond sans problème et attendirent les autres, ignorant qu'un drame venait déjà de se produire. Jimmy entama sa descente avec un descendeur classique, conçu pour créer de la friction et contrôler la vitesse sur la corde. Mais lors de l'installation, il sauta une étape essentielle. La corde passait bien dans le mousqueton et sur la barre de frein, mais il ne la reboucla pas correctement. Sans cette dernière connexion, le système n'offrait aucune friction, aucun contrôle. Dès qu'il se pencha en arrière pour descendre, la corde glissa entièrement à travers l'appareil. Jimmy chuta instantanément, les 6,7 mètres d'un coup, s'écrasant violemment sur le sol calcaire sous les yeux horrifiés de ses amis. Lorsqu'ils accoururent, ils s'attendaient à trouver un corps brisé. Mais, contre toute attente, Jimmy était vivant, choqué, tremblant, mais conscient et capable de bouger. C'était un miracle. Ce moment aurait dû être celui où le groupe décidait de remonter et de quitter la grotte. Mais au lieu de chercher de l'aide, ils prirent une décision qui allait les pousser encore plus loin vers la catastrophe. Ils choisirent de continuer dans Parker's Pit. La grotte devint plus exigeante, les menant à l'une de ses zones les plus redoutées, un passage tordu et étroit appelé le Z-Bend. Cette formation oblige les spéléologues à tordre leur corps dans des positions presque impossibles, rampant dans une roche si serrée qu'il reste à peine assez d'espace pour respirer. Beaucoup l'ont décrit comme la sensation la plus proche d'être enterré vivant. Jacob entra en premier, pied-bord devant, sur le ventre. Il lutta, mais parvint à traverser, prévenant les autres de l'extrême étroitesse. Jimmy suivit, mais choisit d'entrer sur le dos, aussi pièce devant. Cette seule décision allait presque lui coûter la vie. À mesure qu'il avançait, la roche pressait contre sa poitrine et ses flancs. Sa respiration devint courte. Le passage se rétrécissait encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit totalement coincé. Impossible d'avancer, impossible de reculer. La roche le maintenait fermement, et la panique commença à monter. À chaque respiration, son thorax se dilatait légèrement, ce qui serrait encore davantage l'espace. Ses muscles se contractaient, et la peur dans sa voix faisait comprendre qu'il était en grand danger. Les autres réagirent immédiatement. Spencer s'approcha par l'arrière, tandis que Jacob avançait depuis l'avant. Mais aider quelqu'un dans un passage qui ne laisse pratiquement pas la place pour une seule personne relevait du cauchemar. Chaque geste était lent, douloureux, éraflant la peau contre les rochers acérés. La respiration de Jimmy devint plus faible. Son teint pâlit. Il manquait de temps. Centimètre par centimètre, les autres parvinrent finalement à le déplacer. Ce fut un sauvetage pénible et claustrophobe, mais après un dernier effort, Jimmy glissa enfin hors de la partie la plus étroite du Z-Bend. Il n'avait plus de force, mais il était vivant. La grotte de Tongue River. Le 2 juin 2004, 9 adolescents décidèrent d'explorer Tongue River Cave, dans le Bighorn National Forest, à l'ouest de Dayton, Wyoming. Ils imaginaient une petite aventure amusante. Parmi eux se trouvaient Barry Blaha et Dana Herbert, tous deux âgés de 16 ans. Aucun n'avait la moindre expérience réelle de spéléologie. Ils avaient apporté quelques lampes de poche, des batteries supplémentaires et quelques lampes frontales de camping, rien qui convienne à une véritable exploration souterraine. La grotte les accueillit avec des passages larges et faciles, ressemblant plus à une randonnée qu'à un endroit dangereux. Ils riaient, se séparaient, exploraient à leur guise, traitant l'endroit comme un terrain de jeu. Mais plus ils avançaient, plus l'ambiance changeait. Les parois étaient fissurées, érodées par l'eau, des pierres instables jonchaient dans le sol. Un avertissement clair, mais que seuls des spéléologues formés auraient compris. Barry remarqua alors quelque chose d'inhabituel, une fissure étroite sur le côté du tunnel principal, à peine visible dans l'ombre. Elle n'était sur aucune carte. Elle semblait intacte, inexplorée. Barry et Dana y virent une opportunité. Pendant que les autres exploraient les salles voisines,
Ils rampèrent à l'intérieur. Le passage devint rapidement plus serré, d'abord à quatre pattes, puis sur le ventre, s'aplatissant pour avancer de quelques centimètres. La roche comprimait leurs bras et leur poitrine. Barry atteignit un étranglement qu'il ne pouvait pas franchir. Il aurait dû renoncer. Mais il chercha à dégager la voie en enlevant des pierres. Il réussit à bouger un bras et saisit une pierre de la taille d'une balle de softball. Il l'utilisa comme un marteau improvisé pour frapper la roche devant lui. Chaque coup résonnait dans le tunnel, mais aussi dans le plafond, déjà fissuré au-dessus de lui. Chaque impact l'affaiblissait. Puis, cela arriva. Un craquement profond retentit. Un énorme bloc, estimé plus tard à plus de 135 kilos, se détacha et tomba juste derrière Dana. Le tunnel entier trembla. Un nuage de poussière les enveloppa. Quand il se dissipa, Barry et Dana comprirent l'horrible vérité. Ils étaient piégés. Le bloc scellait complètement le passage derrière eux. Barry restait coincé dans l'étroiture, Dana coincée derrière lui, entre ses jambes et la paroi effondrée. Ils éteignirent leurs lampes pour économiser l'énergie. L'obscurité devint totale. Leurs amis essayèrent désespérément de bouger la pierre, creusant, tirant, mais rien n'y faisait. Le bloc semblait faire partie de la montagne elle-même. Comprenant la gravité de la situation, plusieurs d'entre eux coururent chercher de l'aide. Les secours arrivèrent rapidement. Outils hydrauliques, treuils, matériel spécialisé, personnel entraîné. Mais le passage était si étroit qu'un seul sauveteur pouvait atteindre l'endroit à la fois. Et chaque mouvement risquait un nouvel effondrement. Pendant ce temps, Barry et Dana se battaient physiquement et mentalement. La roche écrasait leurs côtes, leur respiration devenait difficile, leurs membres s'engourdissaient, le silence les étouffait. Ils ignoraient combien de temps ils tiendraient. Ils ignoraient si quelqu'un arriverait à temps. Les sauveteurs travaillèrent des heures durant, lentement, prudemment. Finalement, ils réussirent à placer un système de treuil et à tirer le bloc, millimètre par millimètre. Un geste trop brusque et tout pouvait s'effondrer. Finalement, la pierre se déplaça suffisamment. Barry et Dana furent sortis du tunnel, douloureux, raides, endoloris, mais vivants. Lorsqu'ils émergèrent enfin de la grotte, il était presque 22h30. 8 heures s'étaient écoulées depuis qu'ils étaient entrés. Mushroom Farm Cave. Le 18 décembre 2004, Jean-Luc José Alvarez, gardien de 48 ans du village de Madrone, dans le sud de la France, quitta sa maison sans prévenir sa femme, ni son fils. Depuis des mois, il luttait contre une profonde dépression. Ce soir-là, il monta dans son Land Rover avec une bouteille de whisky et des somnifères et prit la direction des collines calcaires proches du village. Sa destination, une ancienne champignonnière abandonnée, creusée dans un immense réseau de tunnels souterrains, à l'origine une mine de craie. Le labyrinthe s'étendait sur plus de 8 km, avec des couloirs tortueux, des culs-de-sac, des virages aveugles, un endroit que personne ne visitait plus. Jean-Luc gara son véhicule à l'entrée, laissa sa porte ouverte et entra dans la grotte avec une lampe torche et sa bouteille. Il n'avait ni carte ni plan. Aucune intention de revenir. En quelques minutes, il était perdu. Les tunnels se ressemblaient tous. Quand il tenta de revenir en arrière, il réalisa qu'il ne savait plus où était la sortie. Il s'enfonça encore davantage, tournant au hasard. Puis, la batterie de sa lampe commença à faiblir. Le faisceau vacilla, puis s'éteignit complètement. Il se retrouva dans une obscurité totale. La grotte conservait une température constante d'environ 12 degrés Celsius, assez froide pour lui faire perdre de la chaleur, pas assez pour le tuer rapidement. Son sens de l'orientation disparut. Le temps cessa d'exister. Ni jour, ni nuit, seulement le noir. Il tenta d'abord de mémoriser ses pas, mais bientôt, même cela s'effondra. La panique arriva. Il cria à l'aide, mais la grotte avala sa voix. Au 3e jour, la situation devint critique. Il avait bu le whisky, mais n'avait pas pris les somnifères. Il était déshydraté, affamé, seul. Il finit par trouver quelques gouttes d'eau tombant du plafond et les recueillit sur sa langue. Quand ce ne fut plus suffisant, il lécha l'humidité directement sur les parois calcaires. Pour se nourrir, il gratta le sol et mâcha de l'argile. Il rongea des morceaux de bois pourris laissés par les anciens travailleurs. Cela ne nourrissait presque pas, mais empêchait son estomac de se dévorer lui-même. Il trouva des bâches en plastique et s'en enveloppa pour se réchauffer, rampant dans les coins pour dormir. Mais le sommeil devint chaotique. Il perdait la notion du temps, oscillant entre rêves, hallucinations et réveils paniqués. Sa santé mentale commença à se fissurer. Il entendait des voix, pensait voir des lumières. Puis, parfois, il trouvait une étrange sérénité, chantant doucement pour s'apaiser. Au bout de 4 semaines, son corps était ravagé.
Il avait perdu un tiers de son poids. Sa barbe était longue et hirsute. Ses pieds déchirés et calleux. Ses ongles cassés. Le 21 janvier 2005, après 34 jours dans la grotte, 3 adolescents explorant l'entrée tombèrent sur son Land Rover encore ouvert. Inquiets, ils alertèrent la police. Une équipe de secours entra avec du matériel adéquat. Au bout de 90 minutes de recherche, à seulement 180 mètres de l'entrée, ils trouvèrent Jean-Luc, recroquevillé dans un coin. Pâle, squelettique, à peine capable de parler, mais vivant. Il fut transporté immédiatement à l'hôpital. Les médecins furent stupéfaits. Malgré la déshydratation sévère et la famine, il ne souffrait d'aucune séquelle permanente. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.